Ça chauffe du côté du centre pénitentiaire de Majicavo. Les syndicats sont vent debout contre leur direction, qu'ils accusent de faire des différences de traitement entre agents, notamment en matière de primes. Ce matin, la prison a été bloquée en attendant d'obtenir une réunion de négociation. Notre directeur nous prend comme de vauriens. Il ne nous écoute pas. Il ne prend pas nos propositions avec le respect qu'on lui a donné depuis son arrivée ici en 2019. Mais jusqu'à aujourd'hui, on dit mais non, on ne peut plus continuer, rester avec ces mépris comme il nous faisait. Il nous emporte avec des politiques ségrégation, c'est-à-dire il y a le blanc premier temps et puis nous, on est toujours sur la terre et piété. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on nous a dit que non, vaut mieux qu'on bloque. Et comme on a profité aussi qu'il y a une grève nationale. Également au cœur de la colère, la surpopulation carcérale. Le 14 janvier, un agent a été frappé par un détenu et a riposté. Il est aujourd'hui sous le coup de sanctions, ce qui est inadmissible pour les syndicats qui assurent être tous les jours en danger. Dans une cellule, par exemple, dans une cellule de 9 mètres carrés, il y a 4 détenus. Et cela met en danger tout le monde. C'est pas un sentiment, c'est un vécu de danger, c'est un vécu de peur quand on ouvre une cellule alors qu'on tombe sur 5 détenus dans une cellule. Oui, ça crée la peur. Si le droit de grève n'est pas autorisé pour les surveillants pénitentiaires, ce matin, les syndicalistes hors service ont bloqué l'accès à l'établissement et ils comptent bien poursuivre leur mouvement pour obtenir gain de cause. Personne ne rentre, personne ne sort, sauf les personnels médicaux. Ce sont parce que leur statut c'est autre par rapport à toutes ces autres. Donc ni un intervenant, ni nous les surveillants, on est là, on est en colère, on fait notre bloc jusqu'à le jour qu'on aura les décisions finales en fait quoi. Les gendarmes sont intervenus en fin de matinée pour ouvrir les grilles. Dans la foulée, une réunion s'est tenue avec la direction pour tenter de trouver rapidement un accord de fin de conflit. Alors, mon rôle, ça va être une mise en réseau déjà des différents acteurs sur le territoire, une mise en réseau et surtout en promouvant en fait une démarche de coopération. Nous sommes vraiment dans cette démarche-là au sein de l'agence. C'est la coopération. Nous pensons que c'est comme ça qu'on arrivera justement à avoir des actions qui sont beaucoup plus efficientes, justement soit sur le volet encore une fois prévention ou lutte contre l'illettrisme. Ensuite, ma mission, ça va être aussi d'organiser les journées nationales d'action contre l'illettrisme qui ont lieu du 8 au 15 septembre. Cette année, le thème, ça sera justement l'illettrisme en milieu de travail. Voilà, l'appel est lancé pour ceux qui voudront se faire labelliser. Ça va être bien évidemment d'accompagner des opérateurs qui souhaitent un accompagnement pour justement mettre en place des actions et surtout qu'elles réussissent. Je suis partie chez une amie au mois d'août. Il se trouve que cette amie qui est journaliste a vécu à Mayotte pendant très longtemps et elle avait en sa possession beaucoup de livres qui parlaient de Mayotte, des livres qui avaient été écrits par des anciens préfets, des coupures de journaux. Et en fouillant dans sa bibliothèque, j'ai donc trouvé ces cahiers des archives orales. Et c'était donc des petits ouvrages qui parlaient des villages de Mayotte, de Sada, des rois de Mayotte, de Mwalimboro, qui parlaient des domaines coloniaux, qui parlaient aussi de l'esclavage, de la roue des esclaves. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu cette collection. Et en fait, en la regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était des ouvrages qui avaient été publiés en 1997, donc il y a quand même plus de 20 ans, et c'était des ouvrages dont moi je n'avais jamais entendu parler. En les feuilletant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations que je ne connaissais pas, c'est-à-dire j'ai vraiment découvert l'histoire de Mayotte à travers ces ouvrages, et je me suis dit, mais ce travail monstrueux qui a été fait à cette époque, il faut le mettre en lumière, il faut qu'on en parle, il faut que les gens sachent
que ces travaux ont été effectués et qu'il y a eu des recherches qui ont été menées à cette période-là. Il ne faut pas que ce travail se perde. Voilà d'où est née en fait l'idée de faire ce podcast Halé Halélé. Le collège d'excellence sportive de Cavani ne fait pas l'unanimité et prend du retard. D'une capacité de 500 élèves, il doit voir le jour le long du stade de Cavani sur les terrains attenant à l'actuelle école. Pour certains, construire ici, c'est se priver d'un parking homologué pour le stade de Cavani. Le recteur assure néanmoins que le rectorat reconstruira les terrains de tennis, mais aussi les places de parking et qu'elles seront plus nombreuses qu'aujourd'hui. Seules 2 emprises seront d'ailleurs communes entre le stade et le collège, le clubhouse qui servira de cantine scolaire pour les collégiens et la salle de presse qui servira de CDI en semaine pour les scolaires. Le rectorat s'occupe également de la réalisation de ces 2 espaces. Gilles Albou assure enfin que ce collège d'excellence sportive n'impacte en rien la construction d'un établissement similaire de 1200 places en haut de Cavani, à proximité des vétivers. Face à la baisse des indicateurs de l'épidémie, le préfet a décidé d'alléger certaines mesures de freinage. À compter de vendredi minuit, le couvre-feu est levé sur l'ensemble du département. Le préfet siffle également la fin de la jauge de 6 personnes à table dans les bars et les restaurants, la fin de la jauge pour les sorties en mer et la fin de l'interdiction du sport en intérieur. Les commerces peuvent à nouveau accueillir jusqu'à 75% de leur capacité. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans l'espace public. Les manzarakas et les voulées sont toujours interdits à l'instar des activités de prestation à domicile de traiteurs. Le préfet Thierry Suquet et le directeur de l'ARS, Olivier Braic, demandent à la population de respecter l'ensemble des mesures sanitaires et de freinage applicables pour éviter des contraintes plus fortes à l'avenir. Regarder le monde, c'est toucher sa diversité. Ce titre fait référence à un concours photo régional dédié à la beauté des monuments de l'océan Indien. Il est lancé par le conseil départemental de La Réunion et s'adresse aux élèves âgés de 11 à 15 ans, originaires de La Réunion, Madagascar, Maurice, des Comores, des Seychelles, du Mozambique et de Mayotte. Les jeunes doivent prendre un instantané d'un monument de leur choix de manière originale, accompagné d'une note de présentation au format et au contenu libre. En effet, ce concours fait partie du projet collaboratif d'appropriation du patrimoine iconographique de l'océan Indien par les populations. Les élèves et leurs professeurs référents ont entre le 1er février et le 30 avril 2022 pour s'inscrire et faire parvenir leur contribution par mail. Les 3 groupes lauréats se verront remettre leur prix à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. La semaine olympique et paralympique se tient actuellement partout en France. L'occasion pour les 12 écoles labellisées Génération 2024 à Mayotte de montrer qu'elles sont pleinement mobilisées pour le développement du sport à l'école. 4 critères sont en effet à respecter pour intégrer ce label. Alors ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il y ait un projet global sur l'école. Ce projet il implique l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il implique aussi plusieurs niveaux. D'abord, et c'est très important pour nous, de créer des partenariats avec le tissu associatif, de faire des jumelages avec les clubs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, évidemment, on se projette vers 2024 et pour nous à Mayotte vers 2027 et entre les deux vers les Jeux des villes pour la jeunesse. Donc il faut aussi qu'on soit dans une démarche de projection, qu'on incite les élèves à s'intéresser à ces Jeux et aussi à derrière peut-être prendre des responsabilités. Je pense à ceux qui vont être jeunes arbitres, etc. Troisième point, évidemment, il y a tout le travail sur les équipements dont on a parlé. Et puis, évidemment, de développer au quotidien de la pratique sportive. Afin d'inciter les jeunes à faire du sport, les enseignants redoublent d'ingéniosité. En effet, au-delà des sports classiques, des activités parfois méconnues sont mises en place. Avec les élèves, on est en train de pratiquer une activité qui s'appelle Équipe Fortunée. Le but de cette activité, c'est de les inciter à la rapidité, mais aussi à la précision, mais aussi au sport d'équipe, au collectif, qu'ils comprennent la notion d'équipe, d'esprit d'équipe et de savoir comment faire en sorte de faire participer tout le monde pour faire en sorte que l'équipe puisse gagner à la fin du jeu. L'éducation nationale est pleinement mobilisée pour faire la passerelle entre les clubs et l'école. Elle doit également réinventer les pratiques pour les faire coller au contexte local et aux situations de handicap.
Évidemment, on ne fait pas le travail des clubs. Les clubs ne font pas le travail de l'éducation nationale. Nous, ce qu'on veut nouer, c'est des partenariats. Si les élèves ne sont pas initiés aux pratiques sportives dans les écoles, ce sera évidemment plus difficile après de les amener vers les clubs. Donc, tout commence à l'école, j'ai envie de dire. Ça commence aussi à la maison. Et puis, il faut qu'il y ait plus de communication entre les écoles et les clubs. Il n'y a pas le monde de l'école et le monde à l'extérieur de l'école. Il y a aussi les partenariats qu'on doit créer. On le voit aujourd'hui, il faut aussi qu'on réfléchisse à Mayotte aux pratiques sportives qui sont déjà adaptées à un public en handicap, en situation de handicap. Et puis deuxièmement, qu'on voit à l'école comment valoriser tous les jeux traditionnels, les jeux qui sont spécifiquement importants dans la culture mahoraise. Au-delà des Jeux Olympiques de 2024, le rectorat prépare donc les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027, en espérant que d'ici là, la candidature de Mayotte soit plébiscitée.